Et j'espère tellement que vu que la vidéo a été coupée en deux puis que je donnais des explications dans l'autre vidéo, vous allez comprendre de quoi quand même, là. En tout cas, si c'est trop nébuleux, vous irez voir l'autre vidéo, tu sais, ça va me faire des vues. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture qui vient de décider de couper sa vidéo Austen et les Austeneries en deux. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous parle de Jane Austen et de son œuvre dans une vidéo que je vais vous mettre ici. Et la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée aux Austeneries, c'est-à-dire tous les dérivés austeniens, la littérature para-austenienne. Vous savez le truc que je vous avais promis dans l'autre vidéo, là, ben vous l'avez aujourd'hui. Comme la vidéo est déjà montée, je sais qu'elle va être longue, donc je vous demande tout de suite si vous avez lu ce type de littérature, est-ce que vous en avez des préférés? En fait, je voudrais vraiment en relire d'autres et surtout aimer ça parce que j'ai eu des expériences so-so comme vous allez voir. Je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai filmée l'autre fois avec un autre éclairage, un autre maquillage et des boucles d'oreilles. Go! La première question qui se pose, c'est « Mais pourquoi, Karine, as-tu arrêté de lire ce type de littérature il y a 8 ans après en avoir lu 25? » La réponse, elle est hyper simple, c'est que j'étais vraiment tannée d'être déçue. Tu sais, moi, là, je lisais ça pour me replonger dans l'univers de Jane Austen et 99,9% du temps, ça y arrive pas à la cheville. Et c'est du vu et revu et c'est la même esprit d'histoire. Puis en plus, souvent, c'est écrit avec les pieds. J'en ai encore plusieurs que j'ai pas encore lues parce que je ne résiste pas quand je vois que c'est une réécriture austenienne. Je peux pas résister, mais quand même. Vous allez voir, il y a plein de trucs où je finis par dire « ouais, bof ». Puis là, je m'écoute, je me dis « mais pourquoi t'en as lu autant? » Mais c'est parce que je suis faible, c'est tout. Je suis faible. La première catégorie de romans dont je vais vous parler, ce sont des romans qui traitent de l'univers d'Austen en général ou qui ont des héroïnes qui trippent sur Jane Austen, puis il va arriver de quoi qui va avoir rapport avec ça. Des fois, c'est quand même assez loin le lien, vous allez voir. Le premier dont je vais vous parler, j'aurais tendance à vous dire « lisez-le pas puis regardez le film, il est mieux ». C'est Le Club Jane Austen. Moi, j'avais été vraiment hyper déçue par ce roman-là, parce que j'attendais des références, j'attendais du witticism, j'attendais du Jane Austen, puis bref, c'est pas ça du tout que j'ai eu. J'ai été vraiment déçue. On est donc au début des années 2000, on est dans une petite ville et on a 5 femmes et un homme qui se retrouvent pour parler des romans de Jane Austen. Ils sont tous très différents, ils n'ont pas la même relation à l'écrivaine et ils n'ont pas les mêmes vies non plus. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on va surtout parler des vies des personnages. T'sais, moi, j'imaginais qu'il y aurait des liens entre leur vie, puis les romans et les trames des histoires, mais pas tant. En fait, les seuls moments où ça parle de Jane Austen, c'est les moments du book club. Et j'ai quand même bien aimé certaines des discussions qui m'ont rappelé les discussions avec des amis. Mais tu sais, c'était pas transcendant non plus, là. Ouais, je pensais vraiment qu'il y aurait plus de liens à faire. Autant dans le film, je les ai bien aimés les personnages, autant ici, je me suis attachée à aucun d'entre eux. C'est pas un roman que je vous recommanderais, mais checkez le film. En plus, le gars, il est beau. L'un des premiers que j'ai lu et un de ceux que j'ai bien aimé, c'est Austenland et c'est de Shannon Hale. Entendons-nous, on est dans la pure chiclette. C'est pas hyper original, les protagonistes sont pas si attachants que ça non plus. Tu sais, y a rien de hyper deep dans ce roman-là. C'est assez drôle, mais pas pour rire aux éclats non plus. Pourtant, j'avais bien aimé ça. Notre héroïne s'appelle Jane. C'est une coïncidence? Je suis sûre que c'est une coïncidence. Et elle est incapable de trouver l'homme idéal, pour la simple et bonne raison que son idéal, c'est Mr. Darcy en chemise mouillée, genre Colin Firth. D'ailleurs, la dédicace, checkez ça, c'est trop drôle. For Colin Firth, you're really a great guy, but I'm married, so I think we should be friends. J'adore. Je pense que c'est ce qui est le plus drôle dans le roman. Jane, elle a donc eu une vie amoureuse assez rocambolesque. Bref, ses ex, c'était un peu toutes des épais. Elle a donc décidé que maintenant, c'était Mr. Darcy ou rien. Quoique bon, dans la vraie vie, M. Darcy, il doit pas être facile à endurer tous les jours. Arrive donc dans le portrait une tante plus âgée et riche, ça aussi ça fait assez Jane Austen, qui lui offre un séjour de 3 semaines à rêver, c'est-à-dire 3 semaines à Austenland, un endroit où nous vivons comme à l'époque de Jane Austen, et il y a tout un staff pour ça. Elle sera donc entourée par une armée de femmes riches qui s'ennuient, où elles doivent utiliser le langage de l'époque, les mœurs de l'époque, le tout sous la houlette d'une directrice digne d'un film d'horreur. On s'entend assez pas trop ce qu'elle fout là, parce que la personne dont elle est la plus proche, ça se met le cœur, c'est une demoiselle Elizabeth Charming, âge réel, 53 ans, âge corrigé, 22 ans. Et autour de ces belles personnes, il y a des acteurs qui jouent des rôles également, et elle se retrouve affublée d'un Mr. Nobley qui ressemble à un certain Mr. Darcy. Sauf qu'en fait, c'est le jardinier qu'elle aime bien, mais ils peuvent pas se parler parce que, tu sais, pas la même classe sociale. Moi, ce qui m'a fait rire là-dedans, c'était les divertissements so austeniens. C'est genre la pièce de théâtre, la partie de croquet, là, tout y passe.
Les dames qui sont avec elle à Austenland, elles sont complètement timbrées et c'est ce que j'ai trouvé le plus drôle. Ben oui, on voit venir la fin, ben oui, ça fait un peu psychopop, mais c'est pas grave. Puis leur façon d'essayer de parler à la Austen en ayant des pensées modernes, je trouve ça super drôle. Ouais, langage freak un jour, langage freak toujours. Une petite série de 2 tomes, une duologie, qui commence avec Confessions of a Jane Austen Addict, et c'est de Laurie Vieira Rigler. J'avais très moyennement aimé le tome 1, mais malgré tout, j'ai acheté le tome 2, parce que je suis incorrigible. On va commencer par celui-là. Ici, on va rencontrer Courtney. Courtney, là, elle va pas bien. Ses fiançailles viennent d'être rompues et elle a décidé de vivre dans les romans de Jane Austen. Sauf que, un matin, elle va se réveiller en Angleterre pendant la Régence. Tu sais, on voit ça à l'endos d'un livre, là, on l'achète, clairement, parce qu'on s'imagine qu'on va tomber dans un roman de Jane Austen, mais non, on tombe juste à l'époque. C'est déception. Parce que non seulement elle se retrouve à l'époque, mais elle se retrouve dans le corps d'une femme de l'époque qui a toute une famille, qui a tout un entourage. Et du jour au lendemain, elle va se retrouver avec ses idées du 21e siècle à cette époque-là qui n'ont pas pantoute les mêmes idées. Elle va se retrouver pognée dans des corsets avec 12 épaisseurs de linge, des manières auxquelles elle ne connaît rien, donc elle va faire des gaffes, c'est clair. Tu sais, la mère de Jane, parce que l'autre fille, elle s'appelle Jane, est aussi tannante que Mrs. Bennet. Et dans cet univers-là, si tu regardes quelqu'un trop longtemps, ta réputation peut être détruite. Ça a l'air trippant, hein? Mais moi, je suis complètement passée à côté. C'est l'idée d'un regard moderne sur cette époque-là. Oui, mais non. En fait, je suis même pas sûre d'avoir compris exactement pourquoi elle s'était ramassée là. Ça a l'air psychopop, ésotérique, mais des fois, ça me dérange pas. Mais là, ça m'a dérangé un petit peu, puis je sais pas. Tu sais, moi, quand je vois un homme en breeches, là, tu sais, les pantalons avec une pouffe en avant, là, j'ai comme pas le goût qu'on me décrive ce qu'il y a dedans. Parce que dans ce roman-là, dans le passé, il y a un mec qui en sort une énorme de son pantalon, puis tu sais, moi, Mr. Darcy, là, je le vois comme une sainte personne. Oui, je sais qu'il y en a une, mais je veux pas le lire, tu sais. Bon, c'est pas Mr. Darcy, vous direz. Le deuxième tome s'appelle Rude Awakenings of a Jane Austen Addict, et on a l'histoire de Jane qui se réveille, elle, au 21e siècle, dans la peau de Courtney, et le seul truc qu'elles ont en commun, c'est qu'elles trippent toutes les deux sur Jane Austen. Autrement, du 21e siècle, là, elle ne sait rien. Heureusement, elle vient d'avoir une petite commotion cérébrale, en fait, Courtney, donc elle passe pour être bien mêlée à cause de ça. J'ai mieux aimé ce tome-là que le premier parce que je m'attendais pas à une réécriture austenienne, mais je savais que j'allais avoir un genre Harlequin type voyage dans le temps. Ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est de voir se confronter les idées du 19e au monde moderne. Pauvre Jane! Elle se sent comme une totale extraterrestre, puis là, imagine, il faut qu'elle se dénude les bras et les jambes, et elle a peur d'être déshonorée. Pauvre fille, mais pauvre fille, puis elle a personne à qui parler. T'sais, au début, là, je me rappelle la scène où elle va dans le garde-robe. C'était super drôle. Bon, à la longue, c'est un peu répétitif, mais quand même. On a encore une fois une petite morale, mais c'est pas déplaisant. Donc, voilà, cette petite duologie. Allons-y maintenant avec un truc qui est fort différent qui s'appelle Lost in Austen. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un livre dont vous êtes le héros avec tous les personnages de Jane Austen. Ben, pas toutes, mais pas mal. Dans ce livre-là, vous vous appelez Elizabeth Bennet et votre mission, c'est de vous marier pour l'amour, mais pas trop mal quand même, tu sais, il faudrait pas être pauvre. Ah oui, puis idéalement, il faudrait éviter les scandales. Cette histoire-là commence donc au début d'Orgueil et Préjugés et on va se promener d'un roman à un autre parce qu'ils vont s'entrecroiser selon les décisions qu'on va prendre. On va s'entendre. Si vous voulez finir avec Mr. Darcy, là, c'est quand même assez facile. Ça prend pas la tête à Papineau pour voir comment il faut faire. Par contre, c'est les autres options qui sont drôles. On va s'entendre, moi j'ai bien aimé ça. Comme certaines disent, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais on passe un très bon moment. Et quand on tripe sur Austen, là, juste voir les personnages arriver et s'entrecroiser, ça fait du bien à notre petit cœur tout. Le dernier dont je vais vous parler a un lien très éloigné avec Jane Austen, parce que le seul lien, en fait, c'est le nom de l'héroïne, qui s'appelle Jane Austen, J-A-I-N-E, et ce personnage haut en couleur est écrivain public. Un jour, un homme nommé Howard Murdoch va venir la voir pour écrire une superbe déclaration d'amour pour son amour Stacy. Oui, j'ai répété 2 fois le mot amour, on s'en fiche. Mais quelques jours plus tard, Stacy va être trouvée morte, pendue à son Stairmaster ou son Tightmaster, en tout cas, pendue à quelque chose pour faire du sport. Ou peut-être pas pendue, peut-être juste étranglée. Ou frappée, en tout cas, je sais pas, il est arrivé de quoi avec un équipement sportif. Elle décide donc de mener l'enquête. Donc, c'est un quasi-mystery avec une héroïne qui s'appelle Jane Austen. C'est assez drôle, il y a quand même des situations assez abracadabrantes. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire, tu sais, la femme, la Stacy, son amour de sa vie, il l'avait jamais rencontré.
Donc c'est ça, c'est le seul lien avec Jane Austen, du moins le seul que j'ai trouvé. Genre, ne faites pas comme moi et n'achetez pas ce roman si c'est juste pour ça. Maintenant, les romans de type revisitons l'histoire sous le regard d'un autre personnage. Puis on va s'avouer, la plupart du temps, c'est Monsieur Darcy. On va s'avouer aussi, moi, les réécritures que j'ai lues, c'est presque toutes des réécritures d'Orgueil et Préjugés. Il y en a beaucoup moins des autres romans, mais je sais pas pourquoi, on dirait que j'étais plus attirée vers celle-ci. Même que j'avais acheté une suite d'Emma, mais je l'ai pas encore lue. Je vais la lire un jour, c'est une autre question. La première série dont je vais vous parler, c'est l'histoire que j'ai préférée de ce type-là, et c'est de Pamela Hayden, et c'est une trilogie, rien de moins, qui commence avec An Assembly Such as This, et c'est Mr. Darcy Gentleman. Faut-tu dire gentleman ou gentleman? Je sais pas, hein? Je vais checker. J'avais raison. Gentleman. Oh non, toi l'ordinateur, tu commences pas à surchauffer puis à faire du bruit. No way. Sois sage. En fait, dans cette trilogie-là, moi, j'ai beaucoup aimé le premier et le dernier tome. Le deuxième tome, il est vraiment particulier parce qu'on part ailleurs. Comme je vous le disais, le point de vue, c'est celui de Mr. Darcy. Puis en fait, dans Orgueil et Préjugés, on le voit pas tant que ça. Il apparaît de temps en temps, mais il doit se passer d'autres choses dans sa vie et c'est ça qu'on explore dans la trilogie. Le premier tome se passe pendant la visite où il fait connaissance avec les sœurs Bennet. Le deuxième tome, ça se passe entre les deux, puis l'autrice, là, elle s'en est donnée à cœur joie. Sérieux, on dirait un roman d'aventure d'Alexandre Dumas. Et le troisième tome commence quand il revoit Elisabeth chez sa tante Lady Catherine de Bourgh. Là, je vais mettre la pile ici, puis j'en prends juste un parce que c'est genre lourd. Donc, comme je vous disais, celui-ci se passe à Netherfield, et ce que l'autrice a bien fait, c'est qu'elle a réussi à ce que les personnages se ressemblent. C'est encore eux autres. Le Mr. Darcy qui est là-dedans, il ressemble quand même un peu à celui qui était là dans ma tête. Tu sais, j'avais peur qu'il devienne complètement sirupeux, en amour au premier regard, mais tout ça. Mais non, il se trouve vraiment mieux qu'elle, là. Il pense vraiment, puis oups, peut-être qu'il y a un truc, puis j'aime pas vraiment ça, puis il a vraiment peur pour son ami Mr. Bingley. Il y a certains dialogues qui sont tels quels, quand même on n'a pas le côté si féministe, là, c'est impossible vu qu'on n'a pas le même point de vue. C'est pas trop fleuri non plus comme prose, mais c'est pas drastiquement moderne non plus. Et ce qui est cool, c'est que là-dedans, c'est Elisabeth qui est assez mystérieuse et pas Monsieur Darcy. Le personnage qui était vraiment le plus intéressant, c'était son valet, totalement non crédible, avec ses tripes nœuds de cravate, mais quand même, je l'ai pas aimé. Le tome 2, comme je vous disais, l'autrice, ça fait plaisir. On a des trucs assez abracadabrants, on est dans le vaudou à un moment donné. Il y a des personnages qui sont des gros méchants, mais pas comme dans Jane Austen, des vrais méchants, mais des méchants de romans d'aventure, genre. Il y a full complot, c'est limite qu'on a des combats à l'épée. Non, je pense plus. En tout cas, je sais pas. En tout cas, je me rappelle moins, il y a une raison, j'ai décidé de l'oublier. Et dans le troisième tome, on retrouve Darcy et Elisabeth ensemble. Puis là, je vous avoue qu'après le deuxième tome, j'avais vraiment peur quand il part après Mr. Wickham. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Ils vont-tu finir par se taper dessus à coups de parapluie dans une allée sombre? Mais non, c'est quand même très très bien fait. Tu sais, c'est pas Jane Austen, on n'a pas l'ironie, on n'a pas le même regard sur la société. Mais si vous avez le goût de relire l'histoire différemment, c'est vraiment cette trilogie-là que je vous conseillerais. Limite le premier puis le troisième, puis faites-vous spoiler le 2. Là. Un autre roman écrit au jeu par Monsieur Darcy, c'est The Confession of Fitzwilliam Darcy de Mary Street. Cette réécriture-là, c'est la plus sage, je dirais, la plus fidèle. Tu sais, c'est très canon comme truc. On connaît l'histoire, il y a beaucoup de dialogues qui sont repris. Tu sais, Lizzie, elle reste Lizzie, là, elle espiègle et un peu drôle. Darcy, là-dedans, il la lit super mal, il se trompe à chaque fois. Nous, on sait, mais lui, il sait pas. Parce qu'on s'entend, là-dedans, Darcy, il dissèque les conversations. L'autrice, elle a pas tenté de reproduire le style de Jane Austen, on n'est pas du tout là-dedans, mais on revoit l'histoire avec un regard différent. J'avais bien aimé la dernière scène, c'était pas très austenien, mais quand même, c'était un peu cute. Ceci dit, mon Darcy à moi, il est mieux. Dans les réécritures du point de vue des personnages principaux, on a la série Le Journal de. Ça, je suis pas mal sûre qu'il a été traduit en français. Moi, j'ai Mr. Darcy, Captain Wentworth et Mr. Knightley. C'est mes préférés, en fait. Parce que j'adore Raison et Sentiment, mais je suis pas particulièrement fan de aucun. Brandon, peut-être, ouais. Peut-être Brandon. Mais tu sais, dans Raison et Sentiment, je suis pas capable de m'arrêter de penser qu'elle a 16 ans, il en a 35, tu sais, il a beau être romantique. Oh! Ça cringe un peu. Donc, cette série-là, c'est le journal de Monsieur Darcy. Tu sais, elle s'est pas cassé le bessic, là. Il y a plein de scènes qui sont reprises presque telles quelles, avec les interprétations de Monsieur Darcy qui le rendent, ma foi, fort moins mystérieux. Je pense que c'est la première réécriture de ce type-là que j'ai lue. J'étais comme déçue parce que je préférais que Mr. Darcy garde son mystère.
Ceci dit, c'est pas horrible, c'est pas ennuyant non plus, mais c'est loin d'être du grand art. Et je pourrais dire exactement la même chose des autres tomes que j'ai lus, c'est-à-dire ces deux-là, dialogue repris, et on découvre où clairement tous les mecs dans le monde d'Austen écrivent des journaux où ils parlent de leurs sentiments les plus profonds. Dans celui-là, entre autres, qui est le journal de Mr. Knightley, il ne parle que de Emma. Donc oui, on entend beaucoup plus parler, on sait ce qu'il pense d'elle, il l'a vu grandir, on voit comment il est déçu des fois, fait qu'on s'ennuie pas là, c'est cool. Sauf que, à part sa relation avec Emma, on sait fuck all de sa vie, parce que quand ils sont ensemble, les hommes ils parlent de guerre. Et c'est tout ce qu'on en saura. Tu sais, là-dedans, il a dû dire au moins 300 fois que Emma était saucy. Je pense qu'il aime les femmes saucy. Puis oui, il parle des histoires d'amour de tout le monde alentour aussi, puis des fréquentations. C'est bizarre que M. Knightley, il parle de ça, parce que c'est justement ce qu'il reproche à Emma. En tout cas, on s'ennuie pas, c'est grand n'importe quoi un peu, mais c'est pas grave. Allons-y maintenant pour les suites. Je n'en ai que 3, dont une de Emma, que je n'ai pas lue. Je la retrouve, elle est là. Et une autre ici, qui a été écrite au début du 20e siècle, 1913, celle-ci, c'est Old Friends and New Fancies de Sybil G. Brenton. Et là, dans cette suite, attelez-vous là, parce que c'est pas juste la suite d'Orgueil et Préjugés, mais tous les romans sont mélangés dans ça. Fait que vous êtes aussi bien de vous rappeler de quoi il parlait. J'avoue que j'ai été obligée de retourner voir une vidéo que j'avais faite en 2015 pour être capable de me rappeler de quoi parlait ce truc. Parce que la seule chose dont je me souvenais, là, c'était qu'il y avait vraiment beaucoup de personnages puis qui auraient pu peut-être couper en deux. Encore une fois, on n'a pas toute l'ironie et le ton d'Austen, on n'a pas son regard sur la société. Par contre, l'écriture, ça passe vraiment très bien, mais sérieux, il y a bien que trop de monde là-dedans. Et pour que tout ce beau petit monde-là se retrouve ensemble, ça prend tellement de coïncidences, ça n'a même pas d'esprit de bon sens. Mais bon, quand même, on va pardonner. Puis, ce qui est bizarre, c'est que ce roman-là, je l'avais sorti de ma pile dans le temps parce que c'était Millie, c'est-à-dire Maureen, du Bazar de la littérature, qui l'avait lu et qui avait bien aimé, qui nous avait dit de le lire. Et là, Maureen est décédée il y a peu quand même, donc ça m'a fait drôle de relire ici, lu suite à la critique de Dame Millie. C'est ça. Une suite que j'ai quand même moins aimée alors que mes copines avaient toutes adoré, c'est The Darcys and the Bingleys et c'est de Marcia Altman. Donc c'est la suite. C'est après les mariages. Et un peu avant aussi. Ouais. Au début, c'est avant les mariages. Parce que imaginez-vous que Monsieur Bingley, le Labrador, on se rappelle, il y a un problème. He doesn't really know how to pleasure his future wife. Genre, il se demande qu'est-ce qu'il faut faire dans un lit pour qu'elle aime ça. Et Mr. Darcy va lui donner un certain livre qui commence par K, qui implique des étirements et des positions particulières. Un haut niveau d'hyperlaxité se fait bien aussi. Entendons-nous, je me suis emmerdée tout le long. Puis la deuxième partie, j'étais là. Ben voyons. Ça, c'est le mot que je dis quand je trouve que ça n'a pas d'allure. Puis surtout, là, on reconnaît pas Monsieur Darcy. T'sais, il est pas orgueilleux, pas du tout. Il n'a que des problèmes de compétences sociales. T'sais, il se fait mener par le bout du nez par Elizabeth Bennet. Puis c'est poche, ça. C'est poche qu'il se fasse mener. Bon, ok, il y a des bouts de drôles impliquant trop d'alcool. En fait, pas tant trop, mais Mr. Darcy, il est pas bon avec l'alcool. Et du laudanum. Mais bon, Jane a pris pas mal trop de pics. Georgina aussi, d'ailleurs. Puis Miss Bingley, là, Caroline Bingley, elle a clairement subi une transplantation de cerveau. Pis ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi, la deuxième partie. Tu sais, une chevauchée à travers l'Écosse, Mr. Darcy sous comme une botte. Tu sais, il y a des attaques de manche à balai, tout le monde s'appelle joyeusement par son prénom. Une chance qu'il y a quelques dialogues drôles, là, parce que sérieusement, j'ai trouvé ça d'une longueur, mais d'une longueur. Tu sais, Monsieur Darcy avec le chandelier dans la bibliothèque, je sais pas, parce que... ouais. Maintenant, les what if. Qu'est-ce qui se serait passé si... Là, j'ai vraiment pas tous ceux que j'ai lus ici et j'en ai pas parlé de tous. Fait que malheureusement, je vais juste vous parler de ceux qui sont là, puis rapidement, en plus de ça, je me rappelle So. J'ai lu beaucoup de romans de cette autrice qui s'appelle Abigail Reynolds et qui a écrit beaucoup de ces what if dans l'univers, surtout d'Orgueil et Préjugés, me semble. Attendez, m'a checké. Si je lis sa bibliographie sur Goodreads, là, c'est, bon, celui-ci, Impulse and Initiative, The Last Man in the World, ça c'est une citation, vous la reconnaîtrez, Mr. Darcy's Obsession, From Lambton to Longbourn, Mr. Darcy's Refuge, Mr. Darcy's Undoing. Moi, ici, j'ai A Pemberley Medley que j'ai lu, c'est des petites histoires qui se passent à Pemberley, mais ça me rappelle pas tant. Mais genre, question fanfic de Jane Austen qui a été publiée, là,
on est là-dedans. C'est elle qui écrit aussi The Man Who Loved Pride and Prejudice. J'ai lu des bons commentaires là-dessus, mais je l'ai pas lu. Et non, c'était juste la première page, il y en a encore plein d'autres. Mr. Darcy's Letter, Mr. Darcy's Enchantment, The Darcys of Derbyshire, Conceit and Concealment. Sérieux, il y en a vraiment beaucoup. Donc, dans celui-là, Impulse and Initiative. Imaginez qu'après avoir refusé sa demande en mariage, Mr. Darcy décide de séduire Elizabeth et qu'elle décide de se laisser aller à ses instants les plus féminins. En fait, mon plus gros souvenir de ce roman-là, c'est que je l'ai lu avec mon amie Angela Morelli et qu'on avait décidé toutes les deux de faire part de nos pensées hautement philosophiques et culturelles à toutes nos copines. Hey non, je me suis trompée tantôt, c'est dans celui-là, Monsieur Darcy avec le chandelier dans la library. Oui. Bref, le roman il est très moyen, mais nos conversations étaient hilarantes et elles ont dérivé, entre autres, sur la question ultime, est-ce bien de filer des aphrodisiaques à son mec quand il nous demande des aspirines? C'était pas sérieux, hein? Je vous rassure, c'était pas sérieux. Ici, ce n'est pas du Jane Austen. On ne retrouve pas les non-dits, on ne retrouve pas l'humour, en tout cas, pas cet humour-là. C'est drôle, mais pas pour les mêmes raisons. Mais les dialogues sont quand même pas si pires. Puis bon, j'avais failli le faire rentrer dans un challenge Uchronie, parce que oui, vous voyez, alternate history, mais dans le roman, j'avais dû le faire. Clairement que j'avais dû le faire. Là-dedans, j'avais bien aimé la première partie. La deuxième, bon, un peu moins, parce que tu sais, quand il se passe un truc, à un moment donné, tu dis, vous trouvez pas qu'il reste beaucoup de pages quand même? J'avais peur d'un enchevêtrement de scènes de cul, mais non, c'est pas ça. Puis ici, Darcy, il est chaud bouillant avec Lizzie, mais il reste très lui-même avec le reste, donc ça passe quand même. Certaines remarques de Mr. Bennet sont quand même assez drôles. Puis tu sais, moi j'aime bien ça, les histoires de mains qui se frôlent et tout ça, là. Au début, c'est pas mal ça. Mais quand même, voir Darcy revenir à Netherfield avec la ferme intention de séduire Elizabeth, c'est quand même assez drôle. Entendons-nous, là, j'ai quand même pas le goût d'en lire d'autres de cette autrice-là. C'est assez. Et ça fait vraiment longtemps que je filme, il est sur le bord de faire noir dehors. Mon Dieu que je parle. Dernière sous-catégorie, les réécritures modernes. Habituellement, c'est celles que je préfère. Il y en a qui sont quand même pas mal dans tout ça. Et je vais tenter de vous en parler rapidement. Rapidement parce que plus je me regarde dans le retour caméra, plus je me trouve surexposée avec la lampe d'en face, puis ouais, faut que ça achève. Donc la réécriture moderne qui est la plus connue, c'est bien entendu le journal de Bridget Jones, que moi j'avais découvert avec le film. Puis tu sais, j'étais pas wise parce que ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était une réécriture d'Orgueil et Préjugés. Ouais, je sais. Sincèrement, pour ce roman-là aussi, je préfère le film. C'est peut-être à cause de Colin, peut-être. Mais le duo d'acteurs avec Renée Zellweger, sérieusement, je trouvais ça hilarant. Tu sais, la première scène où ils se rencontrent, là, où il y a son chandail avec un renne au nez rouge, c'est comme « Oh my God! » Puis la mère de Bridget, c'est n'importe quoi. Moi, j'avais trouvé ça super drôle. Par contre, le roman, comment dire? C'est le journal de Bridget Jones, c'est vraiment son journal. Dans le journal, là, elle est obsédée par son poids, mais obsédée, c'est gossant, là. Chaque entrée de journal, je sais pas si vous voyez, il commence avec son poids, comment elle pèse. Puis moi, je savais pas c'était quoi des stones, fait que ça me disait fuck all. Et qu'est-ce qu'elle avait mangé, c'était quoi les calories, c'était quoi les cigarettes, la quantité d'alcool. Je trouvais ça totalement inintéressant. Puis, soyez avertis, c'est souvent écrit pas de pronom. Genre, have decided to, went to. Donc, ouais, c'est écrit de cette façon-là, comme un journal, en fait. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer le lien? Donc, Bridget Jones, qui est l'assistante de ce mec, qui est un grand séducteur, et elle le voit dans sa soupe, malheureusement. Et moi, je le trouve drôle quand même. Tu sais, ils vont quasiment mieux ensemble, tellement qu'ils sont nonos tous les deux là-dedans. Sauf qu'elle va rencontrer Mark Darcy, très riche, un ami de la famille, qui va la trouver, ma foi, pas tellement intéressante la première fois qu'il va la rencontrer. Mais il va avoir des quiproquos, des malentendus, et comment ça va finir? C'est facile comment ça va finir, mais c'est pas grave. Passons dans un tout autre genre de réécriture, c'est la plus weird celle-ci. Et c'est Fitzwilliam Darcy Rockstar. Rien de moins. Là-dedans, Darcy est le leader du plus célèbre groupe de bad boys du rock. Dans le groupe, il y a 3 bad boys, c'est-à-dire Charles Bingley et Mr. l'autre, là, le colonel, non, son ami... Richard Fitzwilliam. Figurez-vous que pour leur tournée, leur première partie leur fait défaut et ils vont devoir engager un groupe de femmes qui s'appelle Longbourn Suffering et qui... Excusez, je trouve ça drôle. Et qui est composé de Elizabeth Bennet, Jane Bennet et Charlotte Lucas. Vous voyez le truc? Bon.
Imaginez la trame d'Orgueil et Préjugés dans cet univers-là. Ce que j'avais trouvé quand même cool là-dedans, c'est que l'autrice s'est pas bornée à reproduire les actions des personnages. Elle s'est imaginé les personnalités de tous ces gens-là et de quoi ça aurait l'air dans le monde moderne. Par exemple, on a Charlotte qui est une femme très très pragmatique. Elle est pas romantique pour dessous et elle est une star du rock. Devinez ce qu'elle fait. Ouais, on est loin de la Charlotte Lucas, là. La première partie, j'ai trouvé ça quand même assez chouette parce que, tu sais, une rockstar hautaine, ça pouvait le faire. Par contre, un roman, là, faut que ça finisse par finir. Tu sais, jamais on pourrait croire qu'on s'écœure de voir Mr. Darcy mais croyez-moi, oui. Trop, c'est trop. Tu sais, dans Orgueil et Préjugés, là, les scènes d'amour, ils sont rares, elles sont précieuses. Ici, il y en a à toutes les pages. Tu sais, pourquoi ils deviennent toutes sirupeux comme ça? Puis moi, le souvenir que j'ai, là, c'est qu'il y a une scène, entre autres. Darcy est fan des culottes de cuir, tu sais, les pantalons de cuir qui moulent très très bien le postérieur et tout le reste. Fait que je pense que Lizzie, là, elle aimait bien ça, puis ça la turnait on pas mal. Sauf que je sais pas pour vous autres, mais moi, les pantalons de cuir que j'ai vus, là, il y avait des zippers en avant, tu sais, pour tenir le tout à l'intérieur. Puis souvent, c'était des gros zippers. Fait que... Il me semble que ça devait pas être confortable. Il me semble juste que ça devait être inconfortable. Ça devait crafigner. En tout cas. Allons-y donc avec une autre réécriture moderne que j'ai bien aimée qui s'appelle Pride, Prejudice and Jasmine Field de Melissa Nathan. Et cette autrice-là, malheureusement décédée, a écrit une autre réécriture moderne mais de persuasion que j'avais également bien aimée puis que si je manque pas de batterie, je vais vous parler tout à l'heure. Donc, pas que. Ici, nous allons donc suivre Jasmine Field, qui est une columniste, bref, une journaliste très très en vue et qui va se retrouver dans un événement très très couru de Londres, c'est-à-dire la possibilité d'auditionner pour un événement caritatif, c'est-à-dire une représentation théâtrale d'Orgueil et Préjugés One Night Only. Bon, of course, ça va obtenir le personnage principal, là, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Celui qui va avoir le rôle de Mr. Darcy, ça va être Harry Noble, c'est-à-dire un acteur très très célèbre, oscarisé, très très sérieux. Et ça va pas nécessairement bien aller tout de suite. On a donc une réécriture moderne dans le milieu du théâtre, mais en double en fait, parce qu'on va voir ce qui se passe au théâtre et il se passe aussi un peu la même chose dans la vie des personnages. Ici, là, zéro mystère. On sait clairement qui est qui dès le départ, parce qu'on a même les rôles de théâtre pour nous le dire, au cas où qu'on s'en serait pas rendu compte tout seul. Ça demande zéro effort, ça donne le goût de refaire du théâtre. Vous savez, l'atmosphère fébrile, la peur d'oublier ses textes, les premières, bref, tout ce petit monde-là qui devient rapidement tellement intense. J'ai bien aimé ça. Une autre réécriture moderne qui s'appelle Lions in Licorice, c'est de Kate Fenton, et ça, c'est Cuné, je crois, qui me l'avait recommandé dans le temps. Je l'avais acheté pour une scène, là, ça, c'est comme correct. Encore une fois, c'est une des bonnes réécritures que j'ai lues. Bon, il y a des petits trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, surtout à la fin, mais c'est bien, j'avais eu ben du fun à lire ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que les genders, les sexes sont inversés. L'équivalent de notre Lizzie préférée s'appelle Nick Bevan. C'est un mec, il est trentenaire, il est écrivain, il n'y a pas une scène, il sait pas comment s'habiller. Mais moi, là, pis ça c'est la faute d'Angela Morelli, je l'imaginais avec la dégaine de David Tennant. Fait que, me croyez-vous que ça a marché? Il est allé direct dans mon cœur. Mais je vous ai pas dit vraiment c'était quoi le rapport de l'histoire. Hein? En fait, on est dans le Yorkshire et dans un tout petit village arrive une équipe de tournage qui va tourner Orgueil et Préjugés. Et ça a été écrit en 1995. On est vraiment en 1995, c'est-à-dire que c'est pas une simple transposition du roman de Jane Austen. Ce dont on parle, c'est quand même de cette époque-là, l'époque dans laquelle le livre se passe. Moi, j'ai bien aimé l'atmosphère petit village. J'ai déjà loué un chalet dans un petit village, puis quand il y avait une auto qui était inconnue dans mon parking, là, le village en parlait. On retrouve cette atmosphère-là. Celle qui a le rôle de Mr. Darcy est une femme, et ce que moi j'ai préféré, c'est qu'on parle quand même du roman, parce qu'on parle d'un tournage de Jane Austen, donc il y a une table ronde, entre autres, qui est hyper cool, puis il y a plein de références, donc ça m'avait bien plu. On achève. Je vous montre l'un des romans d'Angela Morelli qui s'appelait au départ L'amour est dans le foin. Moi, j'aimais vraiment ça, ce titre-là. Mais ils l'ont changé. Je sais plus c'est quoi le vrai titre, mais j'aimais ça, moi, L'amour est dans le foin. Mais là-dedans, on a une réécriture très loose de Orgueil et Préjugés, encore une fois. Les personnages sont clairement pas des copier-coller, les malentendus ne durent pas tellement longtemps non plus, mais c'est une romance, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Louise. Louise, elle, son trip, c'est les one night stands et elle décide de partir se mettre au vert, c'est-à-dire pas de SEXE pendant un mois. C'est un mois? En tout cas, elle va faire du house-sitting chez une de ses collègues. Puis son but ultime, c'est de s'envoyer en l'air avec personne, parce que oui, il y en a pour qui c'est difficile.
Elle va faire la connaissance d'un de ses voisins qui est charpentier, qui vient l'aider à faire des rénovations. Puis il va avoir aussi l'autre voisin très très charmant qui habite dans une belle maison tout près. Que va-t-il se passer? Finalement, dernier truc sur Orgueil et Préjugés, ça s'appelle Me and Mr. Darcy, c'est de Alexandra Potter. Puis j'ai vraiment pas tant aimé ça. En fait, c'est à cause de ce roman, puis je m'en suis souvenu que je déteste l'expression « curl up with a good book ». J'haïs ça, ces mots-là, là, je déteste. En fait, le mot « curl », je l'aime pas. Non. Mais là-dedans, ça raconte l'histoire d'Emily qui a été déçue par les hommes. Emily, c'est une LCA assumée. LCA, il n'y a plus personne qui sait ce que ça veut dire, mais dans le temps, c'est ce qu'on disait. Donc, lectrice compulsive anonyme. Puis là, tous les clichés du genre sont là, mais tous. C'est sûr que quand on aime lire, on n'a pas de vie puis on n'est pas capable de voir la vraie vie. C'est sûr qu'on préfère être tout seul un soir puis rien faire d'autre. Tu sais, ses premiers mots, ça a été « Please be quiet ». Parce que genre, elle lisait. C'est bien connu, là. Toutes les lectrices, il faut qu'ils sortent de leur bulle puis qu'elles vivent dans le vrai monde, sinon c'est mal. Puis tu sais, cette histoire-là, c'est qu'au lieu de s'en aller avec sa chum au Mexique, elle va faire un pèlerinage Jane Austen dans un tour guidé qui dure 3 semaines en Angleterre. Puis elle part avec 10 classiques, gros de même, qu'elle a toutes déjà lues. D'abord, quelle idée de chenoute! Prends ceux que t'as pas lu au moins. Puis pas de linge. C'est comme, oui, on aime lire, mais on n'est pas conne. Bon, oui, je suis déjà partie avec 15 livres, mais au moins, je les avais jamais lus, puis j'avais quand même du linge. OK, 2 valises, mais du linge. Là-dedans, on a 2 intérêts amoureux. Mr. Darcy, le vrai, parce que oui, elle va rencontrer le vrai Monsieur Darcy, et elle va rencontrer Spike, qui est un journaliste qui est dans le même tour qu'elle, et le seul qui est en bas de 78 ans. Moi, Spike, là, je l'aimais bien. Non, mais il s'appelait Spike. Puis ceux qui le savent pas, là, je suis une fan finie de Spike dans Buffy, okay? Il faut savoir. L'histoire, elle est hyper calquée sur Orgueil et Préjugés, avec des vieilles dames un peu délurées en prime. Mais surtout, ce qui m'a dérangée, parce que j'avais pas le goût de lire ça. Dans le fond, je le sais que Monsieur Darcy, il doit pas être du monde en vrai, puis qu'il doit être inendurable, mais je veux pas le lire. Je veux comme pas le savoir puis garder mon rêve. Comprenez-tu? Les 2 derniers romans dont je vais vous parler pour de vrai dans cette interminable vidéo, ce sont 2 réécritures modernes de Persuasion, parce que oui, je l'ai dit, hein, c'est presque juste Orgueil et Préjugés. Donc ici, j'ai Persuading Annie de Melissa Nathan, la même dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, c'est l'histoire de Annie Markham, qui est une jeune femme très douce, très sweet, mais elle a un sombre secret qui s'appelle Jake, parce qu'il était tout pour elle, jusqu'à ce que sa tante, ou sa marraine, en tout cas, quelqu'un à qui elle avait confiance, la persuade de ne pas se lier avec lui. On reconnaît la trame? On reconnaît la trame. 7 ans plus tard, Jake revient. Jake est devenu riche et Jake est peut-être celui qui va sauver l'entreprise familiale de Annie parce qu'elle était fabuleusement riche de la ruine. Sauf que Jake a un talon d'Achille et il s'agit de quelqu'un appelé Annie Markham. Je vais dire un tendon d'Achille. J'espère qu'il y a un tendon d'Achille, sinon il marchera pas fort. Encore une fois, l'histoire suit vraiment Persuasion. Bon, les personnages secondaires, c'est un peu différent. Elle les a transposés à la sauce moderne, mais c'est totalement la même histoire et j'ai beaucoup aimé ce roman-ci. Le papa de Annie là-dedans, il est d'une vacuité, c'est épouvantable. Tu sais, c'est le front de l'entreprise, mais sérieux, il est bon rien, là. Les personnages sont un petit peu caricaturaux et on va s'entendre. La lettre est sweet, mais elle est loin de celle du Captain Wentworth. Loin. Mon seul bémol dans ce roman-là, c'est que j'aurais peut-être changé un petit peu le passé de Jake et de Annie. Tu sais, à l'époque de Jane Austen, on comprend pourquoi ils se sont pas revus, pourquoi ils ont pas repris les choses, mais là, il me semble que j'aurais mis ça un peu plus pire, parce que, tu sais, pourquoi? En tout cas. Puis vous allez voir, c'est ce que je vais reprocher aussi à Jane Austen in Scarsdale, que j'ai pas aimé, mais pas pantoute, et là, c'est encore pire, tu sais. Pourquoi ils se sont pas revus, là? Il y a pas de raison. Donc, autre réécriture de Persuasion, terriblement plate celle-là. On a le personnage principal qui doit s'appeler Anne ou Annie. Anne. Elle est conseillère en orientation et son but c'est de faire rentrer les jeunes dans la bonne université ou de les convaincre de ne pas aller dans l'université dans laquelle ils rentreront pas. Donc on est full dans les SATs là. D'ailleurs ça s'appelle comme ça, hein? Or Love, Death and the SATs. On va s'entendre, là, Jane Austen elle-même, elle a aucun espèce de rapport dans l'histoire. Pourquoi c'est Jane Austen in Scarsdale? Il n'y a pas de raison, il doit y avoir 2 citations en tout. En tout cas, là-dedans, j'ai dû aimer les 40 premières pages et après ça, je me suis emmerdée. Bref, on a Anne qui a vécu le grand amour de sa vie à 21 ans qu'elle n'a jamais oublié et à 34 ans, elle est encore là. Tu sais, il n'a eu aucun autre depuis, aucun ne lui est arrivé à la cheville. Voyez-vous? Bref, elle était ben en amour avec Ben, qu'on voit arriver à peu près à la moitié du roman. Puis à ce moment-là, je m'étais déjà fortement désintéressée de tout le truc. Puis tu sais, en plus, les personnages sont censés être adultes, là, mais on dirait 2 ados de 14 ans. Tu sais, ça se passe dans un collège huppé. Ça aurait pu être drôle de voir des parents complètement déjantés, de voir des trucs qui ont pas d'allure. Ça l'est au début,
Mais après 300 pages de ça, c'est long. Très, très long. Puis il y a beaucoup d'élèves, donc on s'attache à aucun d'entre eux. Ça, c'est une énumération de scores de SATs. C'est de la mort. En tout cas, j'ai pas aimé ça, mais pas pantoute. Et quelle façon de terminer ce bilan sur les Austenneries. Et voilà, ça fait le tour de pas mal tout ce que j'ai lu et dont je me souviens. Dans ma pile, j'en ai quand même plusieurs autres. J'ai Miss Austen de Gil Hornby, ça c'est en français. J'ai Writing Jane Austen de Elizabeth Aston. The Author of Mr. Darcy's Daughter. Il y en a plein, j'ai pas lu là. J'ai The Lost Memoirs of Jane Austen de Cyril James. J'ai Longbourn de Joe Baker. J'ai aussi celui de P.D. James, La mort s'invite à Pemberley, puis j'ai 2 réécritures de Persuasion, une qui se passe dans l'espace puis dont j'ai oublié le titre, puis l'autre qui s'appelle Persuade Me. Comment? Je sais plus comment prononcer, je suis fatiguée là. Je vais l'écrire. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La vidéo doit être tellement longue, c'est épouvantable. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un petit emoji tasse de thé et dites-moi, aimeriez-vous que je vous fasse un vlog où je lis des Austenneries, des réécritures de Jane Austen ou en tout cas quelque chose qui a rapport avec Jane Austen? En avez-vous lu? Les avez-vous aimés? Quel est votre roman de Jane Austen préféré? Et si vous en avez envie, dites-moi tout, racontez-moi votre plus grand fantasme impliquant Mr. Darcy. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like, vous pouvez vous abonner à la chaîne et ça me ferait vraiment plaisir parce que ce temps-ci, on dirait que je perds des abonnés puis je suis si plate que ça. Bref. Et sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine!